Nouvelle année, nouveaux défis et nouvelles opportunités. Madame, Messieurs, vous êtes le bienvenus à ce premier numéro de votre magazine environnemental Info Verte. Nous vous souhaitons une heureuse année 2026. Aujourd'hui, nous parlons de la forêt communautaire, entre la valeur symbolique et entre la valeur économique et la valeur symbolique. Quelles leçons tirer de cela? Alors, c'est une thématique que je vais aborder avec Monsieur Issa Lungelou. Il est expert de la société civile environnementale. Il est aussi chargé de programme à l'ONG CTIDD. Je dis bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes le bienvenu. Vous êtes le premier invité d'Info Verte de cette année 2026. Merci, Hervé. Bonne année à toute l'équipe de Digital. Merci, pareillement. Alors, nous parlons de la forêt communautaire. Et c'est un peu de nous expliquer qu'est-ce qu'on entend par forêt communautaire. Je crois que la forêt communautaire, on peut définir ça simplement, c'est vraiment cet espace de vie qui permet aux communautés de survivre par rapport à ce qu'ils ont comme forêt. Et tandis que lorsqu'on essaie un peu de voir notre loi, qui est le code forestier, il définit ça comme ce sont des forêts qui possèdent les communautés coutumièrement, c'est-à-dire sur le plan coutumier, tel que le monde existait, les communautés, ils avaient les espaces coutumiers et ces espaces, il y avait des forêts, ce qu'on appelle les forêts communautaires. Ce sont des forêts qui possèdent coutumièrement depuis que le monde existait. Ok, alors nous parlons de cette forêt communautaire entre la valeur économique et la valeur symbolique. D'abord, est-ce que la forêt a des valeurs économiques? Oui, la forêt a plusieurs valeurs, comme on a dit, à la fois économiques et symboliques. Et si on prend dans l'angle économique, on peut voir la forêt comme vraiment une source de vie et un moyen de substance qui donne assez de moyens aux communautés pour qu'ils puissent avoir un peu d'argent pour survivre à leurs besoins du quotidien. Et ces valeurs-là, il faut chercher ça pour élucider en disant que ça, c'est une valeur économique. Alors, pour y arriver, il faut d'abord essayer un peu de réfléchir en termes de ce que nous appelons les services écosystémiques. C'est-à-dire, on suppose qu'à un certain moment, les forêts qui possèdent les communautés rendent à ces communautés un certain nombre de services. Et ces services-là, on appelle ça les services écosystémiques. Oui. Il y en a beaucoup. Mais on pourra peut-être prendre 2, 3, 4 pour illustrer un peu ce qu'on appelle les services écosystémiques. Nous qui travaillons par exemple avec l'ONG CTD au niveau du territoire de Bolomba, c'est vraiment un territoire forestier qui a beaucoup de forêts et ces communautés vivent seulement dans ces forêts-là. Et chaque jour, on suppose que les communautés, la population forestière doivent aller dans la forêt pour chercher des moyens de substances et des moyens de survie. Alors, par exemple, ils partent dans la forêt. La première des choses, ils cherchent ce que nous appelons les fagots de bois. Ils ramassent tous ces fagots de bois-là. Alors, les fagots de bois qui fournissent ça, c'est la forêt. Oui. Ce sont des arbres qui sont vieillis, qui sont essayés un peu d'être secs et ça produit ce que nous appelons les fagots de bois. Les communautés ramassent ça et reviennent pour allumer les feux. Là, c'est au quotidien. Au quotidien. Alors, si c'est un service que la forêt vous a donné indirectement. Alors, pour en savoir, on doit maintenant prendre ces fagots de bois-là, essayer de faire ça comme des bouquets et estimer ces prix de ces fagots de bois au niveau des marchés. Si on prend ça, par exemple, les marchés de Mbandaka, on verra un fagot de bois qui peut avoir 3 ou 4 tronçons de petits bois. On peut vendre ça à 1000 ou à 1500 ou à 2000 francs. Imaginez la femme qui prend le panier là, dans son dollar, on peut avoir 3 ou 5 fagots de bois. Donc, il a 5000 francs dans son dollar. Chaque jour. Et ce n'est pas une seule famille, c'est plusieurs familles que la forêt a donné 5000 francs. Ça, c'est le premier élément. On peut garder ça dans notre caisse. On peut prendre de l'eau. D'habitude, au niveau des zones forestières, ils puisent de l'eau dans la forêt, là où il y a les sources. Et si on prend ces sources-là, ce sont des eaux vraiment qui sont vraiment fraîches et pires. Ok, ici, dans le chef-lieu, au niveau de Kinshasa, nous consommons plus que des eaux en bouteille qui sont supposées être purifiées, traitées aussi. Mais bon, on peut prendre ça comme ça. Mais lorsqu'on a purifié ça, quelle que soit cette purification, la bouteille en plastique en soi garde aussi des éléments chimiques qui vont encore repolluer de l'eau là. Mais l'eau que les communautés ont un peu d'épuisée n'a pas assez de microbes parce que
tout ce qui est tombé comme feuilles, les racines, on essaie un peu de purifier. Ok, la bouteille en plastique là, de l'eau, de 1,5 litre au niveau, par exemple, de la province de l'Équateur, chef-lieu de Bandaka, on peut vendre ça à 2000 ou bien à 2500 francs. Ok. Une seule bouteille, c'est 1,5 litre. Mais les communautés partent au niveau de la source, au niveau de la forêt, pour puiser 25 litres. Ok. Tu vois un peu? Oui, On suppose qu'ils ont amené 25 litres d'eau pure. Lorsqu'on fait 25 litres, c'est posé par 2000 fois par une seule bouteille, nous avons 50 000 francs que la forêt a donné à une seule famille. Parce que c'est une eau pure, on peut mettre ça dans les bouteilles, on peut vendre ça par 2000 francs. Donc on avait 5 000 francs de fagots de bois, plus 50 000 d'une bidon d'eau. Nous avons déjà 55 000, mais des fois, dans un seul foyer, on peut avoir des bidons, peut-être 100 000. Là, nous avons déjà 105 000. Ça, c'est aussi les services. Lorsqu'on ajoute les chenilles, lorsqu'on ajoute d'autres ressources, par exemple les champignons. Et les fruits aussi. Les fruits. Lorsqu'on ajoute les feuilles guérisseurs, les feuilles médicales là. Donc, on va voir que dans une seule journée, si on estime, la forêt a donné des services écosystémiques, par exemple 10 services. Et ces services-là, si on reconvertit ça en valeur économique, on peut avoir, par exemple, 500 000 par jour. Seulement dans un seul foyer. Maintenant, si on multiplie les 500 000 par foyer, par nombre de jours, par nombre d'années, on suppose que la forêt donne des services économiques qui ont, services écosystémiques qui ont une valeur économique autant. C'est ça ce qu'on appelle les valeurs économiques. C'est-à-dire les forêts fournissent des services qu'on peut reconvertir en valeur économique et on a un montant que la forêt nous donne. C'est parce qu'on n'a pas encore poussé des recherches pour trouver tous les services écosystémiques. Mais si on pousse, il y aura plusieurs services. Il y a des services directs que nous voyons, qu'on a cités là. Il y a aussi des services indirects. Par exemple, l'air qu'on respire, c'est une air qui est fraîche et puis au niveau de la forêt. Tu vois, lorsque quelqu'un est malade à Kinshasa, des fois, nous partons au niveau de notre hôpital central qui est le centre de référence qui était ex-Mamaembo. On vous met à un soin intensif, on vous met oxygène. C'est ça la respiration artificielle. Mais on suppose que là, on paye par air. Trop cher, Donc, on suppose que $25 par air. Le nombre de heures que tu dois faire en oxygène, tu dois payer ça. Mais la forêt nous donne ces services-là. Si on reconvertit les nombres de heures que la forêt nous donne, cet oxygène gratuitement, on aura une valeur économique de l'oxygène que la forêt nous donne d'une façon directe et nous, on n'arrive pas à valoriser. Donc, c'est aussi une valeur économique. Donc, on suppose vraiment la forêt, dans une seule journée, peut nous rendre autant de services écosystémiques qui a aussi une valeur autant de dollars par rapport aux valeurs économiques de ces services-là. Alors, pour parler aussi des valeurs symboliques de la forêt. Oui, lorsqu'on parle de valeurs symboliques, c'est aussi une autre dimension. Parce qu'au-delà de ces valeurs économiques, des services écosystémiques, la forêt aussi communauté garde aussi une identité communautaire. Parce qu'ils sont grandis dans cette forêt-là. Ils ont une interconnexion de ces forêts-là. Tu vois un peu, ce qu'on appelle la connexion profonde de la forêt. C'est-à-dire, des fois, il peut rester là, il dit que je pars comme ça, je vais ramasser. Et il part, c'est une intuition qui est liée dans ces communautés-là. Il peut se faire dans la forêt dès qu'il ferme les yeux. Je sais que vous êtes tout le temps en contact avec les communautés, donc vous avez raison de parler. On a essayé un peu d'observer ces comportements de ces communautés par rapport à ces forêts. Nous avons trouvé qu'ils ont aussi des valeurs symboliques liées à ces forêts-là. Parce que dans ces forêts, on peut aussi trouver ce qu'on appelle les sites sacrés. Les sites sacrés. Oui, il y a des endroits très sacrés que les communautés consacrent leurs rituels. Tu vois un peu, là où ils peuvent aller déposer leurs problèmes et avoir des solutions. Là, ils peuvent faire des demandes et avoir des réponses concrètes à leurs problèmes. Comme des sites sacrés. Des sites sacrés de communautés-là. Et ces sites sacrés gardent des identités culturelles de ces communautés-là. Lorsque vous perdez ça, directement, les communautés sont détachées de leurs valeurs culturelles, ils ne vont pas arriver à bien protéger la forêt. C'est pourquoi il est vraiment très important, lorsqu'on parle de valeurs économiques, on doit associer ça avec les valeurs symboliques. Parce que la symbologie de la forêt permet aux communautés de rester attachées à ces forêts et de les garder sans même une récompense. Tu vois? Tandis que les valeurs économiques ajoutent ces valeurs-là qui permettent à ces communautés à se motiver pour qu'ils puissent garder ça.
Mais dans la symbologie, il n'y a pas une motivation. Nous sommes là comme nous sommes Congolais. Ce qui nous a dit qu'on soit Congolais, on ne sait pas, mais on aime seulement le Congo sur les plans culturels et spirituels, même avec les communautés. Donc ils vivent dans ces forêts-là. Ils sont des hommes de la forêt, ils doivent rester là. Même s'il n'y a rien, ils vont rester là parce qu'ils sont c'est leur milieu naturel. C'est leur milieu naturel, on ne peut pas changer ça. Donc c'est un peu ça, c'est une nuance entre les valeurs économiques et les valeurs symboliques. Des fois, lorsque nous intervenons, nous en tant qu'acteurs, on essaie un peu de dissocier ça, ce qui fait que nos actions n'ont pas assez d'impact. Parce qu'on met plus que l'action. Ça joue aussi sur l'impact. Bien sûr, parce que ça joue sur l'impact. Parce que lorsqu'on met l'économie et les moyens plus que les valeurs culturelles, trop d'action sur l'économie. Les communautés perdent des repères, ils vont s'axer sur l'argent. Et tout ce qui est comme une valeur culturelle, ça va diminuer et la communauté n'aura plus la sens. L'essence d'une communauté, c'est avoir sa valeur culturelle avec des interdits, avec des obligations. Parce que comme nous connaissons dans nos histoires culturelles, il y avait eu des jours où on interdisait à la communauté, aux communautés, à la population d'entrer dans la forêt. Ça faisait partie des symbolismes de ces forêts-là. Les jours qu'on ne peut pas interdire, qu'on ne peut pas pêcher. Ça n'existe pas aujourd'hui. Actuellement, beaucoup de communautés forestières ont perdu ces élans-là. Ce qui fait que l'exploitation forêt se fait de chaque jour. Il n'y a plus d'interdictions. Parce que même dans la forêt, il y avait des endroits où on ne peut pas pêcher, où on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y avait des interdits comme ça. Il y avait des rites à faire avant d'entrer dans la forêt, mais actuellement, la génération montante essaie un peu de perdre ces valeurs-là. Ce qui fait qu'on protège les forêts seulement pour atteindre des valeurs économiques. Par exemple, il y aura des carbones, il y aura des PC, mais la volonté spirituelle liée par notre coutume, ça n'existe plus par rapport à nos communautés. Ce qui fragile un peu la conservation. Mais qu'est-ce qui est à la base de tout ça? C'est nous qui amenons. Il y a la pauvreté. Faites-vous les acteurs quand vous allez au contact des communautés? Donc des fois, lorsque nous partons, il faut qu'on arrive à réveiller la conscience communautaire par rapport à l'attachement à ces forêts-là. Parce qu'ils ont vu, la forêt les a vus naître, les a vus grandir, la forêt les a donné autant de services sans pourtant demander quelque chose. C'est ces forêts qui les a donnés. Tu vois un peu? Donc ils sont attachés à ces forêts-là. Mais la moindre des choses, c'est protéger la forêt. Alors, comment ils sont arrivés, je sais pas, comment les acteurs, je ne sais pas, ceux qui partent là, comment ils sont arrivés à détacher ces communautés de leurs valeurs symboliques? Oui, c'est une bonne question. Nous, en 2022, 2023, 2024, avec un partenaire Folsikel, on travaille sur la connexion profonde. C'est-à-dire, dans ce projet, nous travaillons avec cette idée, c'est vraiment réfléchir comment est-ce qu'on peut comprendre cette évolution de la culture par rapport à la forêt. Comment est-ce que les communautés sont connectées à la forêt? Est-ce qu'actuellement c'est comme ça? Ou bien, avec le temps, ils ont perdu leurs valeurs culturelles? Et dans nos échanges avec les communautés, on a compris beaucoup de choses. Parmi les choses qu'on a compris, il y a d'abord l'esprit communautaire n'existe plus. Ah bon? Oui, parce que le mot c'est communauté, non? Nous sommes un ensemble, un tout. On doit vivre en interdépendance, on doit s'entraider, on doit vivre vraiment avec des normes qui nous régissent. Mais on a compris, par exemple, dans la communauté Ngombe, beaucoup de communautés Ngombe, ils ont perdu cet esprit de communauté. Par exemple, chez eux, lorsque quelqu'un tue un animal, un garçon, un jeune homme tue un animal, il doit amener ça au niveau du chef du village. Et le chef du village va montrer comment est-ce qu'on peut partager au nom de la communauté. Parce qu'il y a des parties des animaux où les chefs peuvent manger, les vieux peuvent manger. Il y a des parties où les femmes peuvent manger. Il y a des morceaux on doit aussi donner aux veuves. Parce que le village aussi est composé des veuves et des veufs, des orphelins. Ils n'ont pas les gens qui peuvent les nourrir, c'est la communauté qui doit les nourrir. D'où lorsqu'on tue un animal, c'est à chaque chasse, vous amenez l'animal. Oui, c'est comme ça. Ramener ça, partager pour que tout le monde puisse en bénéficier. Une partie, on peut vendre parce que tu es un chasseur. Mais actuellement, on a quitté l'esprit communautaire, nous sommes devenus trop égoïstes. Il y a des gens qui tuent des animaux comme ça, ils gardent ça dans la forêt, ils essaient un peu de manger. Pour lui-même. Mais il n'y a pas de conséquences parce qu'ils sont attachés au rituel, à beaucoup de choses. Les rituels aussi ont perdu parce que vu qu'on a mis tout ce qui est comme église moderne devant, on a considéré notre culture comme de la sorcellerie.
Tu vois un peu. Ce qui a fait que beaucoup de gens n'ont pas pu donner confiance à la culture. Les gens qui possédaient ces valeurs culturelles-là, on les a écartés dans la société en disant qu'ils sont des sorciers. Il n'y a plus la connexion avec la jeunesse qui devrait aussi capitaliser ces connaissances-là. Ça a fragilisé la société. Parce qu'actuellement, même un petit mot de tête, on doit aller chercher les médicaments. Pourtant, des années, ça n'existait pas. On cherchait seulement une feuille, on essaie un peu de mettre ça dans les feuilles, on te met sur la tête et il n'y a plus de mots de tête. Tu vois. Et les gens qui avaient tous ces savoirs traditionnels, c'était les gens qui ont des connaissances des vieillards. Mais maintenant, la jeunesse ne s'associe pas avec et pour qu'on puisse transférer ces connaissances-là. On dit que c'est des pratiques sorcières, tout comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? La communauté perd ses valeurs culturelles, il les reste figé, il adapte d'autres valeurs venant d'ailleurs. Nous, on a trouvé dans des endroits au niveau des zones forestières, même des deuils, on a transformé ça dans la modernité. Au lieu de mettre des chansons traditionnelles, on met des chansons de DJ. Par exemple, dans le Congo profond, c'est comme ça. C'est-à-dire l'influence moderne a influencé les cultures. C'est très fort, alors. Et ce qui fait que les communes sont détachées. Tu vois, les gens aiment plus que parler les lingala que parler langue vernaculaire. Ah bon? Donc, la langue vernaculaire, c'est aussi un élément de la communauté qui traduit les messages qu'on peut codifier, nous dès là, que l'autre personne qui n'est pas de la communauté puisse savoir. Tu vois un peu? Donc, la perte de valeur traditionnelle, ça diminue l'efficacité de la communauté, ça diminue aussi l'efficacité de la gestion même de nos ressources qu'on a trouvées dans ces communautés-là. Et ça crée ce que nous voyons maintenant, des vols, il y a des gens qui vendent leurs espaces, pourtant on ne peut pas vendre un espace qui a une valeur symbolique à la fois. Donc, c'est tous ces éléments-là qui accompagnent nos communautés actuellement. Donc, on a ce rôle-là de continuer à les sensibiliser. Est-ce que j'allais demander en tant qu'acteur de la société civile environnementale, puisque vous y allez de temps en temps, vous êtes au contact avec ces communautés, vous avez remarqué ça et quel a été votre travail? Nous, notre travail, surtout dans le cadre des projets que je vous ai parlé là, des connaissances profondes, c'est vraiment, c'est un peu de rendre la conscience aux communautés sur les valeurs symboliques. Vous prenez le temps de parler avec eux pour leur sensibiliser? Oui, on prend le temps, c'est-à-dire on organise d'abord ce qu'on appelle des dialogues communautaires. Okay. Et on essaie un peu de comprendre l'histoire, c'est-à-dire on pose une question simple. Par exemple, Madame Kati, tu peux nous donner la 5e génération de ta famille. Tu dis par exemple, moi c'est Issa Lingwelo. Issa Lingwelo, c'est fils de Zoronganga. Zoronganga, c'est fils de Damenganga. Damenganga, c'est fils de Passo Akoso. Koso, c'est fils de Ipasso. Ipasso, c'est fils de Mboussa. Tu sais un peu de remonter pour qu'on puisse comprendre la généalogie, là où vous vous situez par rapport à votre tradition. Et cet exercice a permis de découvrir que beaucoup de communautés sont déconnectées. Il y a même des gens qui ont des 70 ans, des 80 ans, ils ont oublié même 3 ou 4 ou bien 5e génération. Les aïeux, il y a un problème. Et pourtant, la généalogie, c'est notre identité qui est succédée de génération en génération. Tu comprendras un peu la fourmi que Noé a embarquée au niveau de son bateau. C'est les deux fourmis-là, on les a descendues sur Terre. Ils ont directement transmis leurs traditions aux autres fourmis. Ce qui verra que les modes de vie des fourmis, on n'a jamais changé. C'est parce qu'ils ont la même philosophie traditionnelle. Ils gardent leurs rites, leurs pratiques, leurs interdictions. Ce qui font que de génération en génération, ils continuent à prospérer et à garder leur vision en tant que fourmis. Pourquoi pas nous, les êtres humains? On avait nos aïeux qui avaient leur façon de voir les choses, qui nous permettaient d'avancer. À un certain moment, on s'est décidé, on dit non, c'est ça, ce sont des choses un peu bizarres, on ne saura pas aller à où allons-nous maintenant? La communauté ne se retrouve pas. Il y a maintenant, lorsque tu pars dans ces zones de forêt, il n'y a pas des animaux, il n'y a pas de poissons, il n'y a rien. Parce que l'esprit communautaire n'existe plus. Tout le monde est devenu égoïste. Tout le monde entre dans la forêt là où il vit. Il n'y a plus des interdits, il n'y a plus la coutume. Et on vit dans un monde de jungle où la forêt est exposée. Je suis en train de me dire là, la gestion durable des forêts, ce sont les communautés qui assurent ça. Alors comment on est arrivé à le détacher de leur rôle là? Parce que je ne sais pas. Des fois, on a dit non, la modernité, mais aussi lorsque nous portons des messages, on a dit on doit pas dissocier la valeur symbolique et la valeur économique. On a dit la valeur symbolique, c'est cette motivation qu'on ne peut pas expliquer, qui nous attache à un endroit donné. Et cette motivation
a un paquet des interdits et des pratiques à suivre. Mais ils ont perdu, non? Oui, ils ont perdu ça. C'est ce que nous on dit que des fois, pourquoi ils ont perdu ça? Des fois, il y a des difficultés de la vie, la pauvreté, Même les dans changements climatiques. Dans les forêts aussi. Oui. Tu vois, les changements climatiques, par exemple, avec les activités eux-mêmes, ils ont fait, parce que les communautés, à un certain moment, ils ont voulu quitter les moyens de subsistance, c'est-à-dire chercher pour vivre. Okay. On doit chercher pour vendre, avoir beaucoup d'argent. Alors, il faut, lorsqu'on quitte ces modes de vie pour devenir un producteur efficace, il faut exploiter, s'y exploiter. Mais ils ne vont pas exploiter d'une manière. Ils ont s'y exploité. Nous, on a trouvé des gens qui faisaient de la pêche traditionnelle. Ils ont commencé à faire la pêche qui n'est pas traditionnelle. Lorsqu'on apporte des poisons pour tuer les poissons, ce n'est pas traditionnel. Lorsqu'on arrive à chercher des poissons, même dans un nid, ce n'est pas traditionnel. D'autres qui pêchent avec des moustiquaires. Les moustiquaires détruisent les nids des poissons, les zones de frayères, on détruit ça. Il n'y a même pas des endroits interdits. Chacun pêche là où il veut. Ce n'est plus traditionnel. Parce que dans la coutume, dans la tradition, il y a des endroits interdits, il y a des pratiques à faire, il y a des pratiques à ne pas faire. C'est justement pour préserver les vraies valeurs de l'environnement qui nous entoure. Parce que l'environnement a aussi besoin de se régénérer. Tout à fait, oui. Forêt, c'est aussi des êtres vivants. On nous a enseigné comme ça au niveau de l'école. Les êtres vivants, les plantes aussi font partie. Donc, ils ont aussi besoin d'un repos. C'est pourquoi les aïeux donnaient les mercredis comme un jour de repos pour que la forêt se régénère. Ah bon? Pour créer d'autres Donc, chaque mercredi, vous n'entrez pas Oui, il y avait des endroits, chaque mercredi, personne n'entre dans la forêt. Ok. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, non, il y en a pas. Il y a des gens qui entrent dans la forêt du lundi au vendredi, de 0h à 0h. Vu qu'on nous a maintenant aussi des torches chinois. On peut mettre une torche dans ta tête. Est-ce que je me dis que c'est les changements climatiques qui est à la base de tout ça? À la fois les changements climatiques et aussi les changements sociaux. Les facteurs sociaux aussi jouent, non? C'est ça. Alors que la venue des éléments nouveaux dans la société, ça impacte cette société. Si vous n'êtes pas fort à protéger votre culture, vous allez être inféodé, suivre les nouveaux éléments de la société. C'est ce qui s'est passé. Les changements climatiques, oui, parce que les communautés dans leur tête traditionnelle, ils avaient leur calendrier traditionnel. Et ces calendriers-là étaient respectés. Et les calendriers étaient en musique avec les calendriers linéaires solaires. Ils savaient que les 15, il y aura telle histoire. Lorsqu'on voit trois oiseaux perroquets en train de passer, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver. Lorsqu'on voit des fourmis en train d'aller à droite ou à gauche, c'est qu'il y a... Donc, il y avait des éléments, des messages codifiés naturels qui les donnaient des informations pour se préparer. Mais avec l'événement des changements climatiques, ça a perturbé. Ils ont été surpris. Oui, les saisons sont devenues un peu élargies. Là, on attend la pluie, il n'y a pas la pluie. Là, on attend les songes, ça a bouleversé le système. Maintenant, la communauté, pour vivre, il doit créer des mécanismes de résilience, c'est-à-dire s'adapter et proposer d'autres options pour survivre. Donc, il doit faire les pêches au-delà de ce qui était prévu. Il doit faire la chasse telle qu'il n'est pas conforme à la culture et pour seulement chercher à manger. Il y avait des champignons qui sortaient spontanément là au niveau des communautés. Des chenilles spontanément. Mais actuellement, tu peux aller dans ces forêts, c'est difficile d'avoir des chenilles parce que les changements climatiques ont influencé. Au-delà de ces changements climatiques, il y a les changements sociaux. Parce que dans la coutume, les chenilles, on attendait qu'ils puissent d'abord manger les feuilles et même lorsqu'ils seront rassasiés, ils vont tomber automatiquement. Mais les changements sociaux ont poussé les communautés, au lieu d'attendre les chenilles de tomber, ils vont monter pour aller couper l'arbre de chenilles. Et après, entre parenthèses, j'ai été à un endroit l'année passée où ils ont revu les chenilles après 30 ans. Imagine. Donc, si on n'arrive pas à rétablir ces normes traditionnelles, mais aussi les normes modernes sur les lois, on n'aura pas, beaucoup des espèces vont disparaître. Et les communautés vont encore subir des conséquences. C'est pourquoi tu verras, même l'État a instauré des aires protégées pour interdire encore. Parce que les communautés, vu la souffrance, ils n'ont plus peur de rien. Ils doivent aller là où ils vont chercher à manger. D'où on a créé les parcs pour ça, pour interdire. Mais auparavant, il n'y avait pas de parcs. Les communautés géraient ça rationnellement. Ils savaient que dans cette période, on peut tuer telle espèce, on peut laisser les autres espèces, on attend l'autre période. Et il y avait même cette dynamique de conservation des aliments chez les communautés. Les poissons pêchés dans cette période, on va manger ça en bon escient pour attendre l'autre période
l'écopage. Naturellement, ça n'existe pas. On peut aller dans les endroits où les communautés conservent les poissons fumés. Il n'y en a même pas parce qu'on ne tue rien. Les communautés commencent à manger de la sardine, du riz, parce qu'il n'y a pas de poissons de la forêt. On parle seulement de la forêt pour parler, mais à l'intérieur, même les soi-disant valeurs économiques sont diminuées. Ah bon? Oui. Entre valeurs économiques et valeurs symboliques de la forêt, est-ce qu'il y a des leçons à tirer? Il y a plusieurs leçons à tirer. Par exemple, la gouvernance locale, c'est-à-dire la forêt, comme endroit où les communautés habitent, il y a des chefs traditionnels qu'on doit respecter. Quelqu'un ne peut pas quitter quelque part, venir où exploiter la forêt sans consulter les vrais chefs traditionnels. Parce que les chefs traditionnels ont dépositaire de pouvoir traditionnel. Il connaît les interdictions, il connaît les choses que les gens peuvent donner avant d'exploiter la forêt. Donc, ça renforce un peu la gouvernance traditionnelle. Mais aussi, ça met en centre l'économie encastrée sur les valeurs traditionnelles. Il y a des choses où, dans d'autres communautés, c'est impossible de vendre ça. Tu vois un peu? Par exemple, chez eux, ils ne boivent pas la bière. Toi, tu amènes ça. Donc, cette économie-là, ce n'est pas approprié par rapport à leur tradition. Par exemple, chez eux, il est interdit à un étranger d'avoir une femme. Donc, même votre activité économique doit respecter la tradition existante ou qu'on sort. Donc, il y a l'autre leçon aussi, c'est lorsqu'on renforce la tradition, ça donne confiance à ces communautés à s'attacher à sa culture. Tu vois un peu? Et à protéger ces valeurs symboliques qu'on ne peut pas voir, mais nous sommes liés à ça. Parce qu'en soi, la forêt, c'est aussi un esprit qui est en collaboration avec les communautés qui l'entourent. Il est censé de donner aussi une réponse. Et lorsqu'on renforce cette valeur symbolique, ça permet nous à fournir des efforts pour la conservation. Parce que des fois, nous, en tant qu'acteurs, nous croyons que nous sommes allés renforcer en capacité les communautés, comment gérer. Ok, ils étaient là avant nous. Ils avaient leur façon de gérer. Ils avaient leur tradition. Mais avec le temps, ils ont perdu ça. C'est juste les réveiller en disant que vous avez votre façon de gouverner traditionnelle là, qui vous a permis de survivre, de surmonter beaucoup de difficultés. Mais maintenant, pourquoi pas remettre ça en valeur et continuer à gouverner et protéger. Là, c'est un travail à faire au niveau des acteurs. Oui, au niveau des acteurs. Et on doit vraiment quitter cette philosophie de mettre seulement les côtés économiques en avant. Tout à fait. Il faut aussi révéler les côtés symboliques. C'est même l'essence de la foresterie communautaire, c'est-à-dire une forêt coutumière. Lorsqu'on parle de la coutume, ensemble des normes, des pratiques qui régissent une communauté dans un endroit donné. Donc, on doit continuer à travailler sur des aspects symboliques, qui sont des aspects qui ne terminent pas, tandis que les aspects économiques peuvent se terminer. Aujourd'hui à demain, il y aura que ça, mais tandis que le symbolisme, ça reste, ça permet à ces communautés-là de vivre quel que soit, il n'y a pas de moyens. D'accord. Nous passons à la rubrique interprète. Ok, merci. Moi, je suis Ngombe. C'est pourquoi je parle trop de l'Équateur. Comme j'ai dit, je suis territoire de Bolomba. Et le Ngombe pas de Kingombe. Le Kingombe, c'est aussi une langue vernaculaire que nous gardons dans notre coutume en tant que Gombe. Et là, on dit chaque fois que mon Ngombe a dit moto à Raël Isika. Esika koidi esika et anaba c'est ça et le da esika ena. C'est pourquoi l'odi obligé lo bane esika. Parce que c'est ça ba ana le di esika ena ba lo kine esika so l'odi na obligation bane esika lo ke bana biso batane esika mina. Et lo ano bane esika en respectant mibe komi kina ba koko biso. En respectant botosa seke balaba koko poko dapoko pour watito bo poko bo faut respecter. Là je voulais dire que nous chez les Ngombe la forêt c'est vraiment un élément crucial parce que les aïeux provenant du Cameroun ils ont traversé pour arriver là, ils sont bâtis pour récupérer ces forêts là. Et ces forêts là les aïeux nous ont légué ça. Nous la génération actuelle on doit protéger ça. Comment protéger ça? C'est justement en respectant les valeurs traditionnelles que les aïeux nous ont léguées. Si les aïeux nous ont dit ne pas couper, il ne faut pas couper. Il faut faire ça, il faut respecter.
tous ces valeurs traditionnelles, ça peut nous permettre à garder ces forêts de génération en génération. Papa Issa, tous les plaisirs étaient pour nous de vous avoir à cette émission Tranche de magazine environnemental. Merci de répondre à notre invitation. Merci madame, c'est à moi de vous remercier. Je crois qu'on va se revoir une fois de plus par rapport à votre activité. Alors, cher public, madame, messieurs, vous avez été nombreux de par le monde entier en train de suivre votre magazine environnemental. Quant à nous, nous vous disons excellente année 2026. Bye, à la prochaine.